Bonjour, je suis Ariane Rioux et je suis journaliste au service Enquête au Parisien. Bonjour, je suis Elsa Marie, journaliste santé au journal Le Parisien, et avec Ariane Rioux, nous sommes les autrices de Génération Bistouri, enquête sur les ravages de la chirurgie esthétique chez les jeunes. Pour notre enquête, on est parti d'un chiffre qui a été publié en 2019. Les 18-34 ans font aujourd'hui plus de chirurgie que les plus de 50 ans, qui étaient à l'origine la patientèle historique. Et on a essayé du coup de comprendre pourquoi cette patientèle était nouvelle dans les cabinets de chirurgie esthétique. Les jeunes qui font de la chirurgie esthétique, eh bien, c'est un peu monsieur et madame tout le monde. On a rencontré durant notre enquête qui a duré 1 an des livreurs, des restaurateurs, des jeunes femmes qui étaient étudiantes en lettres modernes, un peu tout le monde finalement. Et ce qui réunit ces jeunes, c'est finalement leur téléphone et le fait qu'ils soient ultra connectés sur les réseaux sociaux. En fait, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, il n'y avait plus du tout de frontières sociales dans la chirurgie esthétique. L'argent n'est plus un frein pour les jeunes et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde s'y met. Alors, au cours de notre enquête, on s'est demandé pourquoi les jeunes faisaient tant de chirurgie esthétique. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 2 catégories. Il y a en fait ceux qui ont un complexe profond, très ancré, et qui réfléchissent de nombreuses années avant de faire de la chirurgie esthétique, et ils en parlent même comme d'un besoin. Et puis il y a finalement tous les autres qui veulent se faire opérer par mode parce qu'ils ont été influencés par justement les influenceuses et par les réseaux sociaux. Et eux, en fait, ils parlent de la chirurgie et de médecine esthétique comme d'un caprice et d'une tentation. Alors, on a essayé évidemment de comprendre ce qui était à l'origine de cette génération bistouri et on s'est rendu compte que finalement la chaîne des responsabilités était collective. Il y a, on va en reparler, mais les influenceurs, certains influenceurs, notamment issus de la télé-réalité, qui font sans arrêt la promotion de la chirurgie esthétique sur leurs réseaux sociaux depuis environ 5 ans, mais aussi certains chirurgiens qui font des partenariats avec ces influenceuses et donc qui vont aussi publier sans arrêt des photos de avant-après sur leurs réseaux sociaux où on voit par exemple un nez bossu qui sur la photo d'après eh bien, est devenu tout fin et régulier. Et donc finalement, ça va générer des envies. Ces envies, donc, elles sont hébergées sur les réseaux sociaux. Et puis effectivement, il y a un autre problème, c'est qu'il y a ces filtres dont on parle de plus en plus. On va essayer ces filtres et on voit en fait ce qu'on pourrait être et ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire que tout à coup, on se dit qu'on n'a pas le nez droit ou pas assez fin, pas la bouche assez pulpeuse. Et ça génère des envies et ça donne envie finalement de passer du virtuel au réel et donc de pousser la porte des cabinets de chirurgie esthétique. De plus en plus, les jeunes poussent la porte des cabinets avec une photo d'eux-mêmes avec un filtre en disant « j'ai envie de ressembler à ça ». Et en fait, le problème, c'est que ça crée un trouble entre le fantasme et la réalité et que ça aussi crée des complexes chez les jeunes et ça les oblige à attendre vers un modèle de beauté qui est parfois inatteignable. Kim Kardashian a joué un rôle majeur dans cette nouvelle fabrique de la beauté quand son modèle s'est imposé, c'est-à-dire ce qu'on appelle un corps en sablier avec des seins volumineux, une taille fine et donc aussi des fesses volumineuses. On s'est dit enfin, ça y est, on en a fini avec le diktat de la minceur. Mais c'était un piège parce qu'en fait, toutes les parties du corps ne doivent pas être grosses, seules certaines parties doivent l'être et il faut avoir une taille très fine. Or, on le sait, ce modèle de beauté est très difficilement atteignable naturellement et dans la majorité des cas, eh bien, il faut passer par la cage chirurgie esthétique. On s'est rendu compte que finalement, c'était un piège pour les jeunes parce qu'ils se retrouvent encore en échec avec un modèle de beauté qui est absolument inatteignable et s'ils veulent l'atteindre, eh bien, ils n'ont pas d'autre choix que de se modifier. Parmi les 18-34 ans, eh bien, les chirurgies qui fonctionnent le plus sont la rhinoplastie, donc c'est l'opération du nez, les augmentations mammaires et également donc, les liposuctions. Les 18-34 ans représentent 70% des rhinoplasties dans le monde, donc ils sont très friands finalement de se faire refaire le nez. Everyone is gonna die and no one is gonna remember you, so fuck it. Là, on va retirer les attelles et du coup, j'ai trop peur que ça fasse mal, mais je fais ça pour vous. Coming at me like, oh my god, you're gonna look really plastic, you're gonna look fake. But that's exactly how I wanna look. Plastic and fake. En fait, tout un système est orchestré pour donner envie aux jeunes de faire de la chirurgie esthétique et pour leur permettre d'en faire. Or, par exemple, une augmentation mammaire, c'est environ 5 000 €. Une rhinoplastie, une opération du nez, c'est environ 4 500 €. Sauf qu'en fait, tout un business s'est démocratisé à l'étranger, notamment en Turquie et en Tunisie, avec justement ce qu'on appelle un package, donc un voyage low cost. On vous propose de vous faire opérer en fait à l'étranger avec une sorte de package comme au Club
remède avec le voyage qui est pris en charge, l'hôtel et l'opération à des prix défiant toute concurrence. C'est légal, mais le problème, c'est que de se faire opérer à l'étranger, c'est que si vous avez une complication, eh bien, de retour en France, c'est très compliqué de pouvoir porter plainte puisque ça se passe à l'étranger. Et aussi, les chirurgiens, en fait, appréhendent, parfois hésitent, voire refusent de soigner, en fait, ces jeunes. Par exemple, s'ils ont une complication comme une infection, parce que c'est le dernier qui touche qui se voit, en fait, imputer la responsabilité du problème. En fait, parmi les responsables, on s'est aperçu qu'il y avait aussi certains médecins qui sont extrêmement ambivalents parce que d'un côté, certains vont alerter sur les dérives, sur les risques que peuvent prendre certains actes de chirurgie esthétique, mais d'un autre côté, ils vont depuis des années sur des comptes Instagram qu'ils ont créés, faire la publicité quasi quotidienne de leur activité en postant des photos d'avant-après qui donnent très envie aux jeunes et sans alerter forcément sur le moment sur les risques que ça peut engendrer. Et alors en fait, depuis 2020, ils ont le droit d'avoir un compte Instagram sur lequel ils peuvent diffuser une information qui doit être objective et scientifique. Or, poster des photos d'avant-après, ça ne fait pas partie de ça et ils jouent sur la loi et sur un peu le flou que ça génère pour finalement faire la publicité de leur activité. On s'est rendu compte aussi que certains chirurgiens faisaient appel à ce qu'on appelle des rabatteurs. Ça a commencé dans les années 2010 avec des sortes d'intermédiaires qui allaient recruter des patientes en boîte de nuit en leur disant que c'était formidable, qu'on pouvait leur refaire la poitrine. Et donc voilà, ils étaient intermédiaires et donc ils travaillaient pour des médecins pour finalement augmenter leur patientèle. Il y a quelques années, on s'est rendu compte aussi que maintenant, des chirurgiens faisaient même appel à des agences marketing en ligne qui sont chargées sur les réseaux sociaux de leur ramener donc, des patients. L'une d'elles s'est même en fait s'infiltrer même sur des groupes Facebook où l'on parle librement de chirurgie esthétique. Elle postait donc des faux avant-après où on voyait un nez avec une bosse et qui avait miraculeusement disparu sur la photo d'après. Les jeunes en fait écrivaient à cette personne en disant « mais où est-ce que tu as fait ton nez? C'est formidable, donne-moi l'adresse » et il répondait effectivement bah, « vas-y, va chez ce médecin, c'est le meilleur ». Et évidemment, à aucun moment les jeunes ne peuvent imaginer que derrière cette photo, ce n'est pas une autre personne qui parle, mais une agence marketing qui tire les ficelles et qui les manipule pour les envoyer en fait chez des médecins partenaires. L'ultime dérive de ce business de la chirurgie esthétique, c'est ce qu'on appelle les fake injectors. Ce sont essentiellement des femmes qui, depuis 2020, sur les réseaux sociaux, proposent de gonfler les lèvres à prix cassé, environ 150 €, alors que ça coûte entre 250 et 500 € chez un vrai médecin. Évidemment, les jeunes qui n'ont pas d'argent s'y pressent au risque d'être mutilés à vie. Il y a aujourd'hui de nombreuses complications et de nombreux médecins alertent sur les risques en disant qu'ils voient débarquer dans leur cabinet des filles avec des infections, des nécroses et même des gangrènes parce que ces fake injectrices en fait n'ont aucun diplôme, aucune qualification et donc elles se sont trompées et qu'elles ont injecté dans la mauvaise partie du corps et souvent dans un vaisseau. Nous-mêmes, durant notre enquête, on a rencontré une jeune fille qui en fait, avait voulu combler ses plis entre le nez et la bouche, sauf que la fausse injectrice qu'il avait reçue dans un salon esthétique un peu huppé des Champs-Élysées lui avait injecté le produit dans l'artère faciale. Elle s'était trompée d'endroit, ce qui avait provoqué une gangrène et une infection généralisée. Quand on l'avait rencontrée, elle en était à sa deuxième greffe du visage. Enfin, elle avait la peau du visage qui presque tombait en lambeaux avec une gangrène très infectée et on avait l'impression finalement que son visage avait brûlé et elle nous disait que voilà, je sais que je ne ressemblerai plus jamais à qui j'étais mais j'espère qu'on me répare le plus possible et c'est vraiment scandaleux de voir comment ces jeunes filles qui pour une simple ride finissent mutilées à vie. Et en fait, le problème avec ces injectrices illégales, c'est qu'on se rend compte qu'elles pullulent sur les réseaux sociaux. On trouve des dizaines de comptes en tapant simplement dans la barre Instagram injection lèvres. Et on a rencontré les policiers qui sont en charge de ces enquêtes, qui nous expliquent que d'une part, ils ne peuvent enquêter que s'il y a des victimes. Or, les victimes, pour beaucoup, ont honte, ou alors elles ont même peur de porter plainte. Donc, je pense qu'on n'a pas du tout l'ampleur du phénomène sous nos yeux. Et ensuite, quand ils peuvent effectivement enquêter sur certaines injectrices illégales, ils demandent évidemment aux réseaux sociaux avec lesquels ils travaillent. Une fois qu'ils enquêtent sur une injectrice illégale, ils essaient de collaborer avec évidemment les réseaux sociaux qui hébergent les comptes de ces femmes-là et ils se rendent compte qu'en fait les réseaux sociaux ne sont pas du tout collaboratifs et ne vont pas forcément les aider à trouver qui
se cachent derrière les comptes. On s'est rendu compte aussi que certaines influenceuses de télé-réalité ne se contentaient pas de faire de la promotion de la chirurgie esthétique, mais elles allaient jusqu'à en fait faire la publicité de ces injectrices illégales, alors même qu'il y a un an, eh bien, le syndicat des chirurgiens esthétiques sonnait l'alerte en disant attention, il se passe quelque chose de grave en France. Eh bien, elles, au même moment, elles faisaient la publicité de ces fausses injectrices en disant allez-y, elles sont géniales, en les appelant même parfois docteurs alors qu'elles ne sont pas docteurs. Et donc elles envoient les jeunes dans la gueule du loup. Maëva Guénam par exemple, qui est très connue aujourd'hui, qui est une influenceuse qui est candidate de l'émission Les Marseillais, pose parfois à côté d'une injectrice illégale en disant même je vous redonne son compte puisqu'il a été supprimé. Mais bébé, je suis avec ma copine Anya. D'ailleurs, elle a un nouveau compte parce que son compte il a été supprimé. Et du coup, je vais vous le partager. Donc nous-mêmes, on est allé voir un peu à quoi ça pouvait ressembler. On a pris rendez-vous avec 3 injectrices illégales et on s'est retrouvés avec Elsa dans des endroits lugubres, une fois dans un box, une autre fois dans un appartement. Et en fait, on était censé se faire injecter là, sur une table qui était soit au pied du lit, soit entre la cuisine et la salle à manger. Et donc évidemment, dans des conditions sanitaires déplorables. Et l'une d'elles nous disait qu'elle se faisait énormément d'argent, qu'elle gagnait des sommes de fous, et même jusqu'à 700 € par jour, soit 15 000 € par mois. Les injectrices illégales savent toutes que ce qu'elles font est illégal. Leur technique pour rassurer les patients qui viennent dans leur cabinet clandestin, c'est qu'elles montrent des faux certificats. Elles disent que tout se passe bien, qu'elles ont été formées, alors qu'en fait, elles n'ont strictement aucun diplôme de médecine et elles ne sont pas aptes à pratiquer ce genre d'actes. En France, seuls les médecins ont le droit d'injecter, sauf que vous et moi, eh bien, on peut aller en pharmacie et se procurer librement de l'acide hyaluronique. Donc c'est une boîte dans laquelle il y a une seringue pré-remplie d'acide hyaluronique. Et c'est complètement aberrant puisque évidemment, eh bien, les fake injectrices n'ont qu'à se présenter au comptoir des officines pour pouvoir eh bien, récupérer ces boîtes et injecter de l'acide hyaluronique. Les pharmacies ont le droit d'en vendre, mais nous, on s'est rendu compte au cours de notre enquête que beaucoup ne voulaient pas nous en vendre. Si le pharmacien a un doute sur la personne qui va l'injecter et l'usage, eh bien, effectivement, il peut refuser. Il y a aussi évidemment de plus en plus de jeunes garçons qui font de la chirurgie esthétique, puisqu'ils sont comme les filles bien soumis aux mêmes normes. On est allé notamment en Turquie, où l'on se refait faire les dents. Ça peut paraître fou, mais les jeunes nous racontent que c'est trop long de porter un appareil dentaire et qu'ils veulent un résultat immédiat. Et pour cela, ils se font poser des couronnes sur des dents saines, c'est-à-dire qu'ils se font limer les dents en forme de pointe de requin. Et nous, on a assisté à ces opérations. On entend la fraise qui ne s'arrête pas pendant 1h30 jusqu'à avoir ce résultat, en fait, ces tout petits bâtons, ces toutes petites dents. Et ensuite, donc, on leur pose des fausses dents. Et ils choisissent ensuite la couleur de leurs dents, quelle sorte de blanc ils veulent sur un nuancier. De retour en France, on a montré ces photos à des dentistes qui nous ont dit que c'était absolument dramatique, c'était massacre à la turbine et que ces jeunes seront condamnés à perdre leurs dents à 50 ans. Ah, qu'est-ce qui m'arrive à mes dents? Bon, les amis, j'ai un gros problème avec mes dents. Un gros problème. Je pense que ça se voit. Là, on vient de me tailler toutes mes dents. Je sais pas ce qu'on va me faire, on va mettre des facettes dentaires. C'est très moche. J'ai vraiment très peur du résultat. Je suis chez le dentiste. Regardez, il y a des trucs partout comme ça là. Vous me taillez les dents et tout ça. Regardez, il y a des seringues, des trucs. Là, c'est mes dents. Là, ils vont me poser mes facettes, je vais vous mettre le résultat sur Instagram. On s'est rendu compte durant notre enquête en fait, qu'il n'y a pas que le corps et le visage qui sont codifiés, il y a aussi le sexe. Chez les hommes, évidemment, un pénis plutôt large. Et chez les jeunes femmes, eh bien, le symbole de l'abricot, c'est-à-dire finalement un sexe de petite fille, ce qui interroge. Et on se rend compte que finalement, l'intime est le dernier bastion conquis par la chirurgie esthétique. Et donc, il n'y a plus 1 cm² qui échappe donc à l'esthétique. On se souvient notamment de cette influenceuse, Maëva Guénam, donc, qui est une candidate des Marseillais, qui a environ 25 ans, et qui avait fait polémique, puisqu'elle avait dit qu'elle avait fait de la radiofréquence pour son vagin, parce que c'était important d'avoir un beau vagin, qu'elle confondait d'ailleurs avec la vulve. Évidemment, ça avait fait scandale. Moi, je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Genre, moi, j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin, je sais pas, les lèvres ou quoi qui dépassent, mais il faut l'entretenir, et mon docteur, c'est le meilleur pour ça. Du coup, c'est trop bien. Genre là...
c'est comme si j'avais 12 ans, genre. Depuis la mode de l'épilation intégrale, eh bien, on a fait en quelque sorte connaissance avec son sexe. Et donc, il y a plein de jeunes filles qui se sont rendues compte qu'il n'était pas normé, alors que les médecins n'arrêtent pas de répéter qu'il y a énormément de vulves différentes et qu'il n'y a pas de normes. Et donc, elles frappent souvent la porte des cabinets esthétiques pour faire ce qu'on appelle une nymphoplastie, c'est-à-dire une réduction des petites lèvres. Et souvent, les médecins nous disaient qu'ils avaient beau leur expliquer qu'il n'y avait pas de normes. Il suffit que leur petit copain leur ait dit que leur vagin était pas beau ou leur petite lèvre était trop longue. Et donc, elles demandent en fait à avoir un sexe normé. On a suivi des jeunes de 15-16 ans pour savoir en fait l'influence des réseaux sociaux sur leur vie, sur leur quotidien et leurs envies. Et on s'est rendu compte en fait qu'ils passaient en moyenne 5 heures par jour en semaine sur les réseaux sociaux et 10 heures le week-end à regarder sans arrêt des photos d'influenceuses retouchées, à essayer des filtres. Et ils nous disaient que finalement, depuis qu'ils étaient sur les réseaux sociaux, ils avaient développé des complexes énormes qu'ils n'avaient pas avant. En fait, ils essayaient même de se désabonner de plein d'influenceuses, comme s'ils essayaient de se nettoyer, de nettoyer en fait tout ce qui les générait de la frustration, donc de se désabonner des influenceuses, mais aussi même voire de quitter les réseaux sociaux sur lesquels en fait il y a des défis TikTok où il faut par exemple prendre une photo de son nez de profil pour montrer qu'il est droit. Et une des jeunes filles s'est rendu compte qu'à ce moment-là, que son nez n'était pas droit et ça lui avait donné envie de faire la chirurgie esthétique. Et ce qu'elle nous disait, c'est qu'elles ne savent plus ce qu'on attend d'elles. Parfois, il faut avoir un corps avec des seins volumineux, puis quelques mois plus tard, les garçons de la cour d'école disent nous, on préfère finalement les fesses bombées. Et elle dit en fait, on ne sait pas quel corps on doit avoir, alors que c'est dramatique d'entendre ça, puisqu'effectivement, elles sont en formation, elles ont à peine 15 ans, et c'est évident qu'elles ne peuvent pas avoir des corps de 25 ans, et même à cet âge-là, on l'a vu, on est obligé de passer par la chirurgie esthétique pour avoir ce corps en sablier. Ce dont on s'est aperçu, c'est que bien souvent, quand les jeunes poussent la porte des cabinets chirurgicaux, leurs parents avaient eux-mêmes déjà fait la démarche quelques années auparavant. On a par exemple rencontré une famille où la mère, elle, a fait plusieurs opérations de chirurgie esthétique quand elle était un peu plus jeune. Et ces deux filles, depuis, qui ont 20 et 23 ans, se sont elles-mêmes lancées. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un risque d'addiction à la chirurgie esthétique. On a rencontré notamment des jeunes filles qui nous disaient qu'elles venaient pour se faire une augmentation mammaire et que tout d'un coup, quelques semaines après, elles avaient envie de se refaire faire les lèvres parce que finalement, il y a l'idée que la chirurgie esthétique serait une toute-puissance que l'on pourrait exercer sur son corps, comme si on avait le pouvoir de le remodeler à l'envi. Pendant l'enquête, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de jeunes, ceux qui pratiquent la chirurgie par pulsion, qui demandaient ça parfois comme cadeau pour fêter un bac. Certaines même jeunes filles qui n'ont pas conscience de ce que peut engendrer une opération de chirurgie esthétique, de toute la période de convalescence qu'il peut y avoir, et qui vont, une fois qu'elles se sont fait par exemple implanter, une fois qu'elles se sont fait poser des implants fessiers, vont demander à être réopérées sur le champ parce que c'est extrêmement douloureux. Et donc, ce qu'on se dit, nous, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'il faudrait rendre obligatoire une consultation chez un psychologue avant une opération. Ça permettrait à certains jeunes de comprendre finalement qu'il y a un mal-être bien plus ancré et que l'opération n'est pas forcément la solution magique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, on n'a jamais opéré autant de jeunes, on n'a jamais pratiqué autant d'actes esthétiques et on n'a pas assez de recul pour savoir ce que ça donnera parce que, évidemment, la chirurgie est irréversible. Retirer des implants fessiers, retirer des implants mammaires, ça ne peut pas avoir le même effet que retirer un tatouage forcément. Nous, on se demande qu'est-ce que ces corps deviendront dans 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, même les praticiens qu'on a pu interroger nous ont dit qu'ils ne savaient pas du tout ce que ça donnerait et on a l'impression qu'on assiste à la naissance d'une génération cobaye. C'est-à-dire que les médecins ne sont pas forcément toujours d'accord. Les injections, certains vont vous dire on peut les renouveler tous les 6 mois, il n'y a aucun risque. D'autres vont vous dire à force de piquer la lèvre, il va y avoir un problème d'élasticité. Si on prend l'exemple des implants fessiers, certains chirurgiens disent nous on en pose, il n'y a aucun problème. Et d'autres vont vous dire non, moi je ne touche pas, la prothèse bouge et on piège les femmes. Et nous on trouve ça extrêmement problématique à l'heure où finalement on n'a jamais pratiqué autant d'actes esthétiques chez des jeunes, qu'il y ait ce manque de consensus. Et c'est pour ça qu'on voudrait
faudrait que tout le monde se mette autour de la table, le ministère de la Santé, les sociétés savantes, les professionnels de santé, pour dire qu'est-ce qu'on fait et surtout qu'est-ce qu'on ne fait pas. Est-ce qu'on opère par exemple un jeune de 16 ans ou non? Voilà, c'est vraiment le but de notre enquête, de lancer l'alerte et de dire qu'il faut à un moment poser des règles pour mettre fin à ces dérives. Depuis environ 1 an, certaines influenceuses prennent parfois la parole pour dire qu'elles ont eu des complications après des injections ou après des opérations. Nous, on trouve ça un petit peu culotté, puisque en fait, ces jeunes femmes continuent de faire la promotion de la chirurgie esthétique, et puis en fait, elles disent qu'elles ont des complications, mais elles ont recommandé à leur communauté de faire ces interventions. Donc finalement, elles peuvent peut-être le regretter, mais en attendant, elles ont influencé une génération entière. Je voulais vous faire la prévention sur la chirurgie esthétique. Alors, je sais, je vois déjà tous les commentaires affluer. Ouais, c'est culotté. Après que t'aies tout refait, c'est trop facile de venir nous... Écoutez, c'est parce que j'ai tout refait que maintenant je peux me permettre de donner certains conseils et de vous conseiller d'éviter certaines choses. Ce qui m'a le plus marqué pendant l'enquête, c'est le vrai mal-être des jeunes et l'espoir pour certains dans la chirurgie esthétique de se sentir plus beau après un acte de chirurgie esthétique et de ne pas arriver à s'aimer autrement qu'en se modifiant, qu'en s'altérant. Moi, ce qui m'a marqué, en fait, c'est les victimes, parce qu'effectivement, on présente la chirurgie esthétique comme une sorte de carte postale. Mais lorsqu'il y a des complications, on se rend compte que les jeunes en fait tombent de 10 étages. Et j'ai trouvé ça très violent et très triste de voir de passer d'une clinique à un hôpital avec des jeunes finalement qui se retrouvaient avec le visage complètement défiguré. Et on se dit que le message qu'on a envie de passer, c'est vraiment, non seulement on n'allait jamais chez les fausses injectrices parce que c'est très dangereux, mais en plus réfléchissez bien avant de vous faire opérer, parce qu'on sait très bien que les envies qu'on a à 20 ans ne sont pas les mêmes que l'on a à 30 ans et on peut le regretter. Or, le corps n'est pas un objet, ce n'est pas une marchandise, et donc ça, il faut bien l'avoir en tête.